alors que rien n'est sûr, et que les engagements les plus solennels sont rompus avec une incroyable désinvolture, alors que le droit à l'existence est refusé à de petits et de grands pays, alors que la Finlande, pourquoi ne prononcerait-ce pas son nom? Alors que la Finlande est attaquée et s'efforce de suppléer par son héroïsme et son esprit de sacrifice au petit nombre de ses soldats, il s'agit ici d'assurer la défense nationale. Comme en témoignent ces propos du pasteur Lavanchy à la cathédrale de Lausanne, en décembre 1939, un puissant phénomène d'identification se produit en Suisse après l'invasion de la Finlande par l'URSS. La Suisse se passionne pour le destin de ce petit pays, géographiquement éloigné, mais par bien des points très proches d'elle. Elle y voit le combat de David contre Goliath, David étant bien sûr doté de toutes les vertus. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives, intitulé « Une Suisse en passion finlandaise ». Au mois d'août 1939 est rendu public un pacte de non-agression germano-soviétique, aussi connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des deux ministres des Affaires étrangères qui l'ont signé. Ce pacte sème un certain désarroi à travers le monde, tant les deux puissances paraissaient jusque-là être des ennemis jurés. Une semaine plus tard, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Aussitôt après, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Cela marque le début de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu partout, la mobilisation générale est déclarée. En Suisse aussi. La Suisse, qui ne connaît pas de chef suprême des armées en temps de paix, se doit désormais de nommer un général à sa tête. C'est le colonel commandant de corps vaudois Henri Guisan qui est élu par l'Assemblée fédérale. Dans ce moment de grave bouleversement international, Henri Vallotton, le président du Conseil national, s'adresse ainsi au nouveau général. Aujourd'hui, 30 août 1939, c'est à vous que sans aucune hésitation, à une majorité considérable, l'Assemblée fédérale vient de confier le commandement suprême de l'armée. Nous savons que votre valeur, votre grande expérience militaire, votre esprit de décision, votre fermeté feront de vous un chef obéi, respecté, aimé. Nous savons aussi que votre haute courtoisie et votre modération sont un garant des bonnes relations entre les autorités civiles et militaires. Dites à l'armée, mon général, que l'Assemblée fédérale, que la nation, que les cantons ont en œuvre une confiance absolue du général au plus jeune de nos soldats. Tous sont prêts à donner leur vie pour maintenir intacte notre indépendance, notre neutralité et nos libertés. Mais dites aussi à l'armée qu'elle n'est pas seule, que tous les Suisses, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, les vivants et les morts, pèsent avec elle à la conquête. Nous vous confions, mon général, la garde de cette patrie que nous aimons tous de tout notre être et que jamais, sous aucun prétexte et quelles que soient les circonstances, nous ne laisserons envahir par qui que ce
Dieu bénisse votre grande tâche, mon général, et Dieu garde notre pays et nos armées. Henri Vallotton est un député vaudois du Parti radical. Il est également colonel à l'armée. Nous aurons à reparler de lui car il jouera un rôle important dans le rapprochement entre la Suisse et la Finlande. À l'Est, face aux troupes allemandes, la Pologne doit rapidement capituler. Un temps d'incertitude et de tension s'installe partout en Europe. La guerre est là, mais pour l'heure, il n'y a plus de front ouvert, chacun est cantonné derrière ses fortifications. C'est ce que les Français ont nommé la drôle de guerre. Pendant ce temps, en Suisse, de nombreux soldats sont appelés et mobilisés aux frontières. Les Soviétiques, de leur côté, en vertu des accords passés avec l'Allemagne, avancent leurs pions. Ils occupent sans coup férir la partie orientale de la Pologne. Ils lancent ensuite des ultimatums à leurs voisins de la mer Baltique pour pouvoir occuper des ports et stationner des troupes sur leur territoire. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie cèdent. Vient le tour de la Finlande. Mais les Finlandais refusent les exigences de Moscou. Staline décide alors d'envahir la Finlande et ses armées attaquent le 30 novembre 1939. C'est le début de ce que l'on nommera la guerre d'hiver. Le ciné-journal suisse ne sera créé qu'un an plus tard et c'est à travers le pâté journal que les Suisses romans s'informent en images. Et brusquement, sur l'ordre de Voroshilov, le monde révolté assiste à cette inqualifiable agression. 146 millions d'habitants contre un petit peuple de 3 834 000 habitants. Sans déclaration de guerre, les avions russes bombardent Helsinki, capitale de la Finlande. La population n'a pas été entièrement évacuée et l'on compte déjà de nombreuses victimes parmi les femmes et les enfants. Partout dans le monde, c'est la stupéfaction et l'indignation. En Suisse aussi, cette attaque d'une grande puissance contre un petit pays démocratique et neutre provoque une vive émotion. Jour après jour, le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne notamment chroniquent cette guerre, relatant la résistance finlandaise. Une chose choque particulièrement, ce sont les bombardements aériens opérés par les soviétiques sur les villes finlandaises. Nous ne sommes qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale et cette manière de cibler les civils est alors une absolue nouveauté dans l'histoire de la guerre. Rapidement, la Finlande porte l'affaire devant la Société des Nations à Genève. L'agression soviétique étant si manifeste, l'Assemblée de la SDN vote quelques jours plus tard l'exclusion de l'URSS. Pourtant, la Suisse, malgré sa sympathie pour la Finlande, s'abstient. Elle justifie sa position par l'application de la doctrine de la neutralité intégrale que le conseiller fédéral Giuseppe Motta a fait accepter en 1938 par la SDN. Notre neutralité intégrale a été déclarée compatible avec le pacte de la Société des Nations. Il n'y aura plus à l'avenir de neutralité différentielle. Notre politique extérieure, après une courte période où nous avons admis de bonne foi que nous pouvions faire l'essai d'une neutralité moins rigoureuse, rentre dans son lit traditionnel. Elle redevient ce qu'elle a été pendant des siècles, totale et perpétuelle. Motta, chef du département politique, c'est-à-dire des affaires étrangères, est pourtant un fervent anticommuniste. Il s'était opposé quelques années plus tôt à l'entrée de l'URSS dans la Société des Nations. Mais devant les menaces grandissantes en Europe et du fait de l'accord entre l'URSS et les nazis, la Suisse ne veut pas compromettre sa neutralité ni risquer de fâcher les Allemands, avec qui elle entretient de nombreux liens économiques. Monsieur Holsti, ambassadeur de Finlande en Suisse, est très déçu de l'attitude du gouvernement helvétique.
Dans la population aussi, on est très critique devant la timidité excessive du gouvernement. La neutralité, dans ce cas-là, n'est pas bien comprise et sujette parfois à l'ironie, comme dans ce sketch où l'écrivain Paul Budry fait mine de résumer une conférence sur le sujet, expliquant « Comme quoi la neutralité était ceci et cela, ou plutôt ni ceci ni cela, mais comme qui dirait un mélange de ceci et de cela, où pourtant ceci n'est plus ceci et cela n'est plus cela, mais où il y a quand même du ceci dans cela et du cela dans ceci, à moins que ce soit le contraire, que ceci ait l'air d'être ceci en étant cela, et cela ceci tout en restant cela, à condition bien sûr qu'il n'y ait plus de différence entre ceci et cela, ou tout juste. Malgré que ceci et cela ne soient pas tout à fait du même, mais du même quand même par rapport à la différence, qui ne devrait donc pas être tout en étant bel et bien quant au fond, mais non pas quant à la surface, sans qu'on remarque néanmoins que ce fond et cette surface ne se touchent pas, autrement tout serait à recommencer. Et bref, que c'était clair qu'en étant neutre, on n'était pas obligé de l'être, mais que si on ne l'était pas, on verrait bien qu'on y est obligé, et qu'on ferait donc bien de s'obliger à l'être, sans croire toutefois que rien vous y oblige. À moins qu'on ne considère le cas où de neutre qu'on était d'un côté, on se trouverait ne plus l'être de l'autre, et qu'alors il fallait se dépêcher de revenir l'autre de l'autre côté, mais que ça n'allait pas sans risque de ne l'être plus du premier côté. Et encore s'il n'y avait que deux côtés, mais il y en a 3 ou 4, en sorte que si vous n'êtes plus neutre d'un seul côté, vous cessez de l'être de tous les côtés à la fois, et on serait joli. À moins que les 4 côtés se mettent d'accord et que la neutralité pour l'un serve pour les autres, ce qu'il faut guère espérer. Autrement, il n'y aurait même plus à parler de neutralité, puisqu'on se trouverait être neutre sans l'être, tout en l'étant sans en avoir le nom. Mais la froideur diplomatique entre la Finlande et la Suisse ne dure pas. Et du reste, la décision de la SDN n'a aucun effet. Ce sera d'ailleurs la dernière qu'elle prendra. L'Allemagne, l'Italie, le Japon n'en font déjà plus partie. Les États-Unis n'y ont jamais adhéré et la Société des Nations est devenue incapable de peser sur le destin du monde. De leur côté, les journalistes suisses, loin de la position de neutralité du gouvernement, penchent presque tous pour la Finlande, excepté dans les publications liées au Parti communiste. Parmi la population, on s'enflamme. Les Suisses se prennent de passion pour le combat de résistance des Finlandais, dans lesquels ils se reconnaissent. Pays neutre, de population comparable, de confession luthérienne, soumis aux rigueurs du froid hivernal, doté d'une armée de milices, attaquée par une grande puissance bien supérieure en nombre et en matériel, ce combat permet un sentiment d'identification fort au moment où la Suisse se sent elle-même menacée dans son indépendance. Sans compter que l'anticommunisme était puissant chez une majorité de la population helvétique. La Finlande est dans tous les courriers de lecteurs, dans toutes les conversations, dans toutes les têtes. Ainsi, lorsque des enfants finlandais sont évacués des villes vers la campagne, ces événements envahissent même les émissions pour enfants, comme dans ce radio scolaire du 12 décembre 1939. As-tu remarqué dans le journal la photographie de ces trains d'enfants que l'on emmène loin des grandes villes, des pays en guerre? Oui, papa, les mamans pleurent sur le quai, et les enfants ont l'air de sourire. Mais pour eux, c'est un joli voyage. À leur âge, ils ignorent ce qui les attend. La plupart s'imaginent qu'ils reviendront bientôt, comme lors de la course d'école. Où les emmène-t-on? À la campagne, loin des bombardements. On leur a bien parlé de la guerre, mais ils ignorent ce que c'est en réalité. Tandis que leurs parents, qui en connaissent les horreurs, acceptent de les retrouver plus tard, sains et saufs. Rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. Si je devais me séparer de vous... Ce serait très dur, ma chérie. Mais si la guerre venait à s'étendre sur notre pays, il faudrait bien s'y résoudre. Tu crois? Tout est organisé à l'avance. Le peuple suisse est prévoyant. Pour l'instant, remercie le bon Dieu qui nous a protégés jusqu'à maintenant. Grâce à lui, nous sommes encore ensemble. Je le prie chaque soir et aussi pour les autres. Ne te lasse pas, ma chérie. On vous aime tant. Des voix plus officielles n'hésitent plus à parler publiquement de la Finlande. Le 16 décembre 1939, le conseiller fédéral radical vaudois Marcel Pilet-Gola est élu président de la Confédération. À cette occasion, une cérémonie est organisée à la cathédrale de Lausanne. Dans son discours d'investiture et à la suite du conseiller d'État et président de l'Union suisse des paysans Ferdinand Porchet, le nouveau président helvétique Pilet-Gola rend lui aussi hommage à la Finlande et y voit un exemple pour la Suisse. Les États séculaires ont disparu.
de petites nations voient leur souveraineté entamée. L'une d'elles lutte héroïquement pour son indépendance. Ce n'est pas sans une profonde émotion que je vous ai entendu, Monsieur le Président, exprimer votre sympathie admirative pour l'innocente et courageuse Finlande. Son exemple, si douloureux soit-il, est pour nous un réconfort. Il prouve que si l'on est résolu à se défendre par la chair et par le sang, le nombre n'est pas d'emblée et à jamais tout puissant. Mais la défense nationale ne se restreint pas à l'armée. Celle-ci n'en forme qu'un élément, insuffisant à lui seul, quoique primordial. Il faut se pénétrer de l'idée. Et nous y avons plus de peine que d'autres peuples, parce que nous avons été plus épargnés, que la guerre est devenue totale. C'est dire qu'elle a cessé d'être presque exclusivement militaire pour se révéler simultanément économique et morale. Parfois, certaines de ces phases sont même beaucoup plus économiques et morales que militaires. Nous pouvons le constater chaque jour. Elle n'oppose plus les seuls généraux et leurs troupes, mais les nations entières et leurs forces vives, matérielles et spirituelles. C'est si vrai que le danger, lui aussi, s'est également réparti et qu'un centre industriel important, par exemple, est aussi exposé, si ce n'est plus, que tel secteur d'un front. Elle se gagne donc à l'arrière autant qu'à l'avant. Et si nos soldats ont leur grande tâche, nous en avons une autre, non moins capitale, à remplir. Noël est un moment particulier en cette année 1939. Beaucoup de familles ne sont pas réunies, car des fils, des frères ou des pères sont sous les drapeaux aux frontières. Le général Guisan va personnellement visiter la troupe. Il tient à être proche des gens. Diverses organisations ont mis en place des collectes pour les soldats, notamment le don suisse, et envoyé des cadeaux de Noël aux recrues mobilisés. La population est mise à contribution et encouragée à faire des dons. Mais la générosité des Suisses ne profite pas qu'aux Suisses. Avec toujours la Finlande au cœur, diverses initiatives privées sont lancées en faveur des Finlandais, puisque le gouvernement suisse ne peut pas officiellement offrir son aide. Par exemple, Helsinki était censé organiser les Jeux Olympiques en 1940, mais ceux-ci sont annulés à cause de la guerre. C'est pourquoi le Comité olympique suisse lance une souscription pour venir en aide à la Finlande, le timbre finlandais, comme l'explique son secrétaire David Morio. Qu'en est-il du timbre finlandais dont on nous a déjà parlé? Le timbre finlandais avait été créé par le bureau du Comité olympique il y a quelques mois pour venir en aide à la Finlande. Et nous avions l'intention de recueillir des fonds qui devaient être envoyés au Comité olympique finlandais qui en aurait fait un usage dans l'intérêt de la défense du pays. Et ce timbre est actuellement en vente. Nous l'avons vendu à nos fédérations et aux clubs qui eux-mêmes doivent le mettre en vente à l'occasion des manifestations sportives. Des organisations sont fondées, comme l'Aide suisse à la Finlande. Dans les journaux, nombreux sont les citoyens qui demandent comment ils peuvent venir en aide aux Finlandais. Les dons, durant toute la guerre d'hiver et bien au-delà, seront généreux et nombreux. Alors que l'année s'achève, l'émission de radio L'opinion de l'homme de la rue, animée par Marcel Suess, demande aux citoyens quel est leur souhait pour l'année 1940. Et vous, monsieur, quel est votre nom? Descoster Henri. Quel est votre âge, monsieur? 61 ans. Ah, la voix de la sagesse, mes chers auditeurs, pour ce soir. Alors, monsieur Descoster. Ce que je désire le plus ardemment, c'est la paix pour l'année dans le courant de l'année 1940. Et le retour de nos soldats. Merci, merci. Et mademoiselle, quel est votre nom? Germaine Torrent. Quel est votre âge, mademoiselle? 17 ans. Et alors, mademoiselle? Je voudrais la santé et la paix. Voilà, je crois que vous avez effectivement résumé ce que tout le monde parmi nous pense à peu près. Mais la paix n'est pas pour demain.
En Finlande, la guerre se poursuit et contre toute attente, la Finlande résiste plutôt bien durant ce terrible hiver. Cependant, les nouvelles directes sont peu nombreuses. Henri Vallotton, le président du Conseil national et colonel dont nous avons déjà parlé, doit se rendre en Finlande pour le constater sur place. À son retour, il publie un livre, Finlande 1940, ce que j'ai vu et entendu, qui paraît au mois de février. À la fois chronique de voyage et reportage de guerre, agrémenté de nombreuses photographies, ce document a un certain écho. Il se conclut par un vibrant appel. Lecteur, qui que tu sois, écoute. L'URSS, grande puissance de 180 millions d'habitants, a envahi sans aucune justification quelconque la Finlande, petit État neutre et pacifique de 4 millions d'âmes. À 1 contre 60 et contre 100, les soldats finlandais luttent, soutenus par la nation unanime, contre l'armée des soviets qui est dotée des engins de guerre les plus modernes. Ils luttent avec un courage magnifique, avec une bravoure incomparable. Pour se venger des défaites cuisantes infligées à leurs armées, les chefs bolchevistes font bombarder des villes ouvertes, tuant ainsi femmes, vieillards et enfants. Lecteur, resteras-tu insensible lorsque là-bas les sirènes renouvellent chaque jour et plusieurs fois par jour leurs avertissements lugubres? Ne feras-tu rien de plus pour ces innocents, ces infirmes qui se cachent dans les forêts ou les caves glacées? Lecteur, laisse parler ton cœur. Je te le demande au nom du christianisme, de la civilisation, de l'humanité. Aide à la Finlande, afin qu'elle vive. Car une petite nation qui se bat avec une telle vaillance pour son indépendance, pour le droit et pour la liberté, a conquis à jamais sa place dans le monde. Mais outre ce témoignage public, Vallotton a aussi été chargé par le général Guisan d'une mission plus secrète, à savoir étudier les méthodes de résistance finlandaises et en tirer des leçons pour l'armée suisse. Les Finlandais lui ont permis de visiter divers points du front. Ses principales conclusions sont l'importance de développer des fortifications d'une part et des armes de défense anti-aériennes et anti-chars d'autre part. Les Finlandais sont en effet les inventeurs du fameux cocktail Molotov, arme du pauvre qu'ils lancent dans les chenilles des tanks et qui font des ravages. Mais les armes ne sont pas tout, et l'on s'intéresse aussi aux vertus individuelles des Finlandais. Ainsi, à leur exemple, le docteur Paul Martin, ancien champion sportif, prône-t-il l'entraînement physique par le footing et l'élimination des toxines par le sauna. Voilà, au fond, ce qui fait le mystère de la valeur physique des Finlandais et qui permet au plus haut degré d'accumuler chez eux l'énergie par une résistance extrêmement grande, d'une part à la fatigue, qui les mène à l'infatigabilité, et d'autre part à la maladie, ce qui leur donne au plus haut degré les effets de la santé. Nous ignorons trop chez nous, aux civils, et je dirais même aux militaires, ces éléments de la résistance physique. Trop souvent, nous gaspillons nos réserves. Nous n'éliminons pas, nous restons encrassés journellement. Nous intoxiquons nos centres vitaux par trop de verre de blanc et trop de cigarettes. Et tous mes amis militaires m'ont dit ce qu'il y a de terrible au service, c'est qu'on boit trop et qu'on fume trop. Et plus d'un d'entre nous diront que c'est un fait. Certes, nous savons bien tirer. Nous sommes des maîtres comme les Finlandais l'ont été. Et nous savons aussi parfaitement manier les armes et obéir. Mais nous négligeons de profiter de cette magnifique occasion qu'est la mobilisation pour inculquer à nos soldats l'amour de l'entraînement physique. N'est-ce pas là une façon aussi d'aimer son pays, de le servir, et quand l'heure viendra de faire valoir alors ses vertus. Aujourd'hui, les Finlandais dont je viens de parler ne nous donnent-ils pas journellement cet exemple du courage illimité et de l'infatigabilité physique dans la lutte? Au fond, ces deux éléments qui se résument dans l'héroïsme. À cette époque, la guerre en Finlande est la seule guerre ouverte, à l'exception de celle entre le Japon et la Chine. Elle est donc pendant de nombreux mois sous les projecteurs, et il ne se passe pas un jour sans un article sur le conflit ou un de ses aspects.
On parle notamment beaucoup des Lotta, ce corps de volontaires féminines de l'armée finlandaise, non combattantes, mais qui remplissent toutes les autres missions militaires, de la logistique au transport en passant par l'entretien du matériel de guerre. Leur engagement suscite beaucoup d'admiration, tant et si bien que cela accélère l'intégration de femmes dans l'armée suisse également, au sein du service féminin de l'armée. Une volontaire, la journaliste Colette Muret, témoigne de son expérience au début de 1940. Mademoiselle Colette Muret, vous êtes parmi les premières femmes en Suisse qui aient été soumises au régime militaire proprement dit, puisque vous revenez de ce cours d'instruction de colonne sanitaire frontière. Je voudrais avoir votre impression sur cette transformation si nouvelle dans notre pays de la femme en soldat. Eh bien, nous avons commencé par être très surprises. Évidemment, nous nous attendions bien à voir des choses nouvelles, mais pas du tout à mener cette existence militaire que vous connaissez et que nous ne connaissions, nous, guère que par des récits de service que nous trouvions en général assez insipides. Maintenant, tout cela a changé et c'est nous qui sommes intarissables sur notre école de recrues. Est-ce que l'adaptation à ce genre de vie, à ce nouveau métier, a été exempte de heurts? Est-ce qu'elle a été rapide? Étonnamment, si l'on songe à l'extraordinaire diversité de cette école, où tous les âges et toutes les mentalités étaient représentés. Pourtant, toutes, de la doyenne qui avait 64 ans à la plus jeune, se sont pliées sans difficulté à la discipline militaire. Après avoir au début passé d'un étonnement à l'autre, nous sommes vraiment assez vite devenus soldats. Il faut dire que le mérite de cette transformation revient surtout aux officiers dont le tact et la patience étaient remarquables. Nous avions de la bonne volonté, ils ont fait le reste. Oui, mais justement, cette bonne volonté qui a tout de même opéré des miracles, à ce que l'on m'a dit, à quoi l'attribuez-vous? À la guerre en premier lieu. Depuis qu'elle a éclaté, toutes les femmes ont un grand désir de faire quelque chose pour le pays, et ce cours d'instruction, avec tous les petits sacrifices de confort et de bien-être qu'il exigeait, leur en a fourni la meilleure occasion. L'idée que nous étions là, pour apprendre à défendre notre pays, a certainement décuplé notre énergie. Et puis nous voulions absolument être dignes de vous autres. D'ailleurs, cette vie militaire, telle qu'on nous l'a présentée à Bâle, s'est révélée si passionnante que la bonne volonté est devenue superflue. Le combat des Finlandais contre l'agresseur soviétique est souvent l'objet de lyrisme. Si l'héroïsme de ce petit peuple est célébré, les soviétiques se voient au contraire affublés de caractéristiques dépréciatives et cette guerre devient, sous les mots de beaucoup d'Européens, celle du monde civilisé contre la barbarie asiatique. Des parallèles sont dressés, notamment avec la Grèce ancienne, les Grecs tenant vaillamment face à l'invasion perse, comme dans cette causerie radiophonique de Georges Méotis, helléniste et recteur de l'université de Neuchâtel. N'est-il pas émouvant de constater que l'appel adressé par le gouvernement finlandais correspond presque mot pour mot aux sublimes paroles que le grand poète Échille prête aux Grecs au moment de la bataille de Salamine. Le peuple finlandais, affirme l'appel du gouvernement, se bat pour son indépendance, sa liberté, son honneur. Nous défendons notre religion, nos foyers, tout ce que les peuples civilisés considèrent comme sacré. Écoutez maintenant ce que dit Échille dans sa tragédie des Perses. Allez, enfants des Grecs, défendez la liberté de votre patrie, défendez vos enfants, vos femmes, les temples des dieux de vos pères, les tombeaux de vos ancêtres. C'est maintenant la lutte qui décide de tout. N'est-il pas caractéristique de constater chez les Perses la même démesure, le même manque du sens des réalités que chez les Russes modernes? Xerxès, le roi des Perses, fait fouetter les flots de la mer, parce qu'une tempête avait détruit un pont de bateaux qu'il voulait jeter sur l'Hellespont. Il lance ses troupes sans compter à l'assaut des Thermopyles, car qu'importait à l'immense empire le massacre de quelques milliers d'hommes? Le commandement russe envoie ses troupes en plein hiver, sans se soucier du ravitaillement, de la lutte contre le froid. Nous ne connaissons rien de plus terrifiant que les photographies publiées dans le dernier numéro de l'Illustration et représentant des soldats russes gelés au milieu des neiges de la Finlande. Et l'on ne peut éprouver qu'une immense pitié pour ces malheureux moudjiks, égarés ainsi par de mauvais bergers. La Perse obéissait au despotisme d'un seul homme,
avait, comme la Russie d'aujourd'hui, un régime autoritaire, peu soucieux des droits de la personnalité humaine. Mais la Finlande n'est pas la Grèce. Elle a sa propre mythologie dont témoigne un récit collecté au XIXe siècle auprès des bardes de Carélie, le Kalevala. Le Kalevala a été traduit en français quelques années plus tôt par un Suisse, Jean-Louis Perret. Perret est à cette époque l'un des plus fins connaisseurs de la Finlande. Il y vit depuis 20 ans et il est professeur de français à l'université d'Helsinki. Il a publié plusieurs livres sur le pays et traduit de nombreuses œuvres littéraires. De retour pour quelque temps en Suisse, il vient rassasier la curiosité des Helvètes pour cette Finlande méconnue au micro de Radio Lausanne. Et alors, car vous avez eu ce rare privilège, mais aussi ce grand inconvénient, disons-le franchement, d'être à Helsinki au moment où la guerre fut déclarée, quelle était l'intensité nerveuse, si j'ose m'exprimer ainsi, de la population au moment où elle apprit que le conflit avait éclaté? Eh bien, on avait évacué la population une première fois dans la capitale vers le 10 octobre. Puis peu à peu, les gens étaient revenus, surtout lorsqu'on avait annoncé que les pourparlers de Moscou, qui certes n'aboutissaient pas à une entente rapide, cependant ne laissaient pas entrevoir de menaces de conflit. Tous les gens étaient rentrés. Vers le 20 novembre commençait en Russie une violente campagne contre la Finlande, mais les gens ne s'en inquiétaient pas. Les Finlandais, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de nerfs, mais en tout cas ne le montrent pas. Une de leurs grandes vertus, c'est le calme. Et lorsque, le 30 novembre, à l'improviste, les premières bombes tombèrent sur la ville le matin vers 9 heures, immédiatement, on reprit l'évacuation. Il n'y eut pas la moindre panique, pas les moindres cris, pas le moindre affolement. Les gens dans la rue circulaient calmement. On avait déjà, vers le 10 octobre, commencé à coller des bandes de papier sur les devantures des magasins et sur les vitres des fenêtres, pour le cas où des explosions les casseraient. On avait mis des sacs de sable devant les caves, et maintenant, les gens repartaient en automobile, en taxi, avec des chars, avec des petits traîneaux, avec des luges, par n'importe quel moyen, pour quitter la ville et se diriger vers les campagnes. Perret s'engage aussi politiquement pour son pays d'adoption. Il multiplie les conférences sur le sujet dans toute la Suisse, organise des collectes et publie lui aussi un livre, La Finlande en guerre, où il témoigne des premiers mois de guerre tels qu'il les a vécus. Cependant, le personnage qui suscite le plus d'admiration est sans conteste le maréchal Mannerheim. Aristocrate ayant servi dans l'armée du Tsar, explorateur polyglotte et cosmopolite, figure majeure de l'indépendance de son pays, il a été nommé commandant en chef des armées finlandaises et se révèle brillant stratège. De passage en Suisse, sa fille est invitée au micro de Radio Lausanne. Mes chers auditeurs, nous avons ce soir le très grand honneur d'avoir dans nos studios à Lausanne Mademoiselle de Mannerheim. Il est inutile, je crois, d'aller plus avant et de spécifier de qui il s'agit. Vous savez que c'est la fille de l'homme le plus admiré au monde à l'heure actuelle. Mademoiselle, nous vous remercions d'abord d'être venue. Ensuite, je voudrais vous demander comment il se fait, si la question n'est pas indiscrète, que vous vous trouviez aujourd'hui en Suisse et non pas en Finlande. Parce que quand la guerre a éclaté, j'ai voulu rester en France, comme j'ai habité toute ma vie, pour aider les Français. Et quand l'invasion barbare a assailli la Finlande, j'ai trouvé que c'était plus utile pour mon père que je reste en France pour travailler pour lui en France et dans les pays voisins. À ses côtés, pour évoquer le maréchal, nous retrouvons le professeur Jean-Louis Perret. Il parle du rôle joué par Mannerheim pour unifier la nation. Monsieur Perret, avez-vous peut-être, vous, un souvenir, mais alors d'un autre ordre? Eh bien, oui. Je pourrais vous en raconter un du temps où j'étais en Finlande et au moment où s'esquissait le rapprochement entre classes sociales qui permet à la Finlande d'être absolument unie maintenant devant l'agression des brutes soviétiques. C'était, si je ne me trompe, vers 1926 ou 27, au moment où l'on parlait encore de rouge et de blanc en Finlande. Et le général Mannerheim n'était pas encore maréchal à ce moment, il le fut un peu plus tard, fut le premier à tendre la main à ses anciens adversaires de 1918.
en disant qu'il ne fallait plus maintenant toujours demander aux gens de quel côté de la barricade ils avaient combattu en 17-18. Il avait ainsi jeté le premier les bases de cette réconciliation à laquelle on a cité maintenant. Il avait cité, je me rappelle, une phrase d'un poète suédois, finlandais, du siècle dernier, en la déformant un peu, pour la circonstance, en disant que les champs de notre pays qui ont besoin de travailleurs ne demandent pas quelle est la langue de ceux qui les cultivent, ils demandent simplement à être cultivés. C'est pourquoi maintenant, dans la guerre imposée au pays, on peut voir derrière le maréchal non seulement toute l'armée finlandaise actuelle, mais encore les fils et même d'anciens adversaires de 1918. Il a pu, grâce à sa personnalité et à sa large compréhension des intérêts de son pays, faire autour de lui l'union absolument complète de toute la nation finlandaise, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais malgré cette union nationale et sa lutte acharnée, la disproportion des forces est trop grande et la Finlande finit par plier face aux Soviétiques. En dépit de l'immense sympathie que son combat a suscité en Suisse et de par le monde, elle reste isolée et n'a pas reçu d'aide militaire. C'est pourquoi Mannerheim doit signer un traité avec l'URSS, le traité de Moscou, le 13 mars 1940. La Finlande doit céder face aux exigences de Staline et perd 1/10 de son territoire. De nombreux réfugiés de ces territoires, en Carélie, prennent la route de l'exode et sont relocalisés en Finlande. La Suisse, quant à elle, gardera malgré tout en mémoire cette résistance exemplaire et en tirera un certain nombre d'enseignements militaires et civiques. Quant aux liens tissés avec la Finlande, ils perdureront, même si la cause finlandaise perdra des sympathisants lorsqu'en 1941, le pays se range du côté de l'Allemagne lors de l'invasion de l'URSS pour récupérer les territoires perdus en 1939. Après la guerre, les liens entre les deux pays continueront à se consolider jusqu'à aujourd'hui, notamment au travers de l'Association suisse des amis de la Finlande. Quant au maréchal Mannerheim, c'est en Suisse qu'il prendra sa retraite et décédera en 1951. Au moment du départ de sa dépouille mortelle pour Helsinki en avion, le reporter de Radio Genève, Robert Ferradzino, trouve encore une leçon à en tirer. Et maintenant, le moment qui précède l'envol, on vient de fermer les portes, le drapeau claque toujours au vent, rigide à la position, les hommes saluent et lancent un dernier hommage au maréchal Mannerheim, tandis que la foule des officiers, des personnalités et des représentants du gouvernement et de la presse se replie maintenant vers l'aérogare. Au moment où l'avion va emporter la dépouille mortelle du maréchal Mannerheim en Finlande, la leçon que nous laisse ce grand homme 2 ans après celle de comte Bernadotte, eh bien, c'est qu'il est nécessaire non seulement d'avoir foi en ses libertés, mais qu'il faut être encore prêt à les défendre. Eh bien, ne pensez-vous pas que cette leçon prend aujourd'hui une singulière valeur à notre époque d'instabilité politique ? Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives. Rendez-vous sur le site des archives de la RTS, www.rts.ch/archives, pour retrouver les intégrales des différents documents que vous avez pu entendre au cours de ce récit. C'était 1001 archives, un podcast proposé par les archives de la RTS, écrit par Alain Freudiger, réalisé par Marc Frochot, avec les voix de Sophie Richard et d'Alain Freudiger.